Eh bien, merci à toutes et à tous d'être présents dans cette salle Louis Armand pour la deuxième conférence du jour. Elle sera donnée par Cyril Prisbilla, qui est biologiste marin à l'Ifremer et rattaché à l'UMR Marbec. Vous êtes également membre de la Société française d'exobiologie et du groupe de travail de l'ANRT Objectif Lune et, à vos heures perdues, astrophotographe amateur sous le beau ciel d'Occitanie. Aujourd'hui, Cyril Prisbilla est avec nous pour nous présenter un projet scientifique qui combine toutes ses facultés et dont il est l'initiateur, le projet Lunar Hatch, ou éclosion lunaire dans la langue de Molière, et qui est un projet qui a pour ambition de développer une aquaculture spatiale sur une future base lunaire européenne. Car oui, le premier animal élevé et consommé dans l'espace pourrait bien être un poisson. L'Institut Ifremer et le CNES avancent ensemble sur ce projet singulier d'élevage de poissons d'aquaculture en milieu spatial. C'est un enjeu déterminant, celui d'une autonomie alimentaire partielle dans les colonies lunaires ou martiennes. Et l'implantation de l'humanité en dehors de son berceau en dépend. Le poisson est un excellent candidat astronaute, ou même fishonaute, comme vous et vos collègues l'appelez, je crois, mais dans un environnement très différent de l'océan. Les questions d'ordre biologique sont multiples. Des océans terrestres au système solaire, Lunar Hatch, les premiers coups de nageoire de l'aquaculture spatiale, est l'intitulé de votre conférence. Cyril Prisbilla, merci encore d'être parmi nous et on peut vous applaudir. Merci d'être venu et je présume que vous vous posez beaucoup de questions face à ce titre. L'aquaculture spatiale, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une notion qui est complètement nouvelle. Le projet, l'idée est apparue en 2019 et entre-temps, il y a eu une crise sanitaire qui a fait que, vous allez voir, on a quand même pas mal avancé sur le sujet. Et avant de commencer d'entrer... Alors, attendez, j'essaye, voilà... Je vais résumer un petit peu mon parcours. Donc, je suis basé sur Palavas-les-Flots, qui est une station balnéaire à l'Ifremer. J'ai fait mon cursus en bioressources aquatiques à Montpellier. J'ai eu des petits cursus, on va dire, universitaires à l'Observatoire de Paris et à l'Université spatiale internationale. Et puis, à titre d'amateur, on va dire, je fais de l'astrophotographie dans un club qui s'appelle ALBE, à la Belle Étoile, du côté de Montpellier. Je fais partie aussi du groupement associatif qui s'appelle AIP, il y a des membres qui sont présents actuellement. Et bien sûr, je suis membre de l'Association française d'astronomie. Donc, avant de commencer, quel est mon métier ? Je pense que dans tous les intervenants de ce week-end, je suis le seul qui n'ait pas une formation d'astronome. Je suis plutôt dans la biologie marine. Et je travaille dans un institut qui s'appelle l'Ifremer, donc l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer, qui a plusieurs missions. L'une des missions, c'est l'exploration avec des navires océanographiques, des sous-marins. Des fois, on découvre des crabes intéressants dans les profondeurs, l'image qui est en bas à gauche. C'est un institut aussi qui a pour mission de regarder le dynamisme des populations sauvages en lien avec la pêche. Il y a aussi des secteurs d'activité qui concernent les microalgues, qui concernent aussi les nodules polymétalliques. Il y a plein de domaines très variés. Et moi, je travaille plutôt dans l'aquaculture, donc dans la physiologie du poisson, de la reproduction, destinée à l'aquaculture. L'aquaculture qui représente à la fois des productions de crevettes, de poissons ou de coquillages. Moi, je suis plutôt dans la partie poisson. Donc, pour l'instant, on ne parle pas de spatial. Donc ma station de biologie, elle est entre un étang et la mer. Je pense qu'en termes de lieu de travail, il y a pire. Et puis, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler, d'embarquer sur des navires océanographiques, de travailler sur des microalgues, du zooplancton, du poisson. Voilà. Donc au départ, le profil de ma carrière, il n'est pas du tout dans le spatial. Quelle est ma mission dans mon métier de tous les jours ? Ma mission, c'est de concevoir, de réfléchir et d'étudier des systèmes complètement clos d'élevage d'organismes aquatiques dont le but serait de renouveler, de recycler l'ensemble des molécules qui sortent de ce système. C'est un peu compliqué comme un schéma, mais grosso modo, il y a des parties solides, on les fait traiter par des holoturies ou par des vers marins. Tout ce qui est dissous dans l'eau, on le fait traiter, dont le CO2, on le fait traiter par des microalgues marines. On en retire une farine. Cette farine, on la redonne à manger aux poissons. En fait, c'est la version aquatique de ce qu'on peut avoir dans nos jardins lorsqu'on met des épluchures de pommes de terre dans un compost, et ce compost va servir aux tomates de l'été. En fait, voilà, c'est la version marine de tout ça. Le but de cette mission-là est de faire des systèmes qui n'impactent pas la biodiversité terrestre, parce qu'on recycle tout.
Donc vous l'avez compris, dans ces boucles fermées, on a de l'eau qui tourne sur elle-même, qui est recyclée. On ne rajoute pas d'eau, hein, ça ne consomme pas d'eau, puisqu'on la traite et on la réutilise. On transforme les molécules et aussi on fait tourner l'aliment avec cette cascade dont je vous ai parlé à l'instant. Donc c'est vraiment un système clos. Alors qu'est-ce qui se passe en 2016 ? En 2016, il y a l'Europe qui prend la décision de monter un projet de base lunaire. Alors, vous avez peut-être lu dans les colonnes de Ciel et Espace, ce village s'appelle Moon Village. Et à l'inverse des Américains qui avaient décidé pour aller sur la Lune d'avoir un projet qui était très centré, très directif, c'est-à-dire le président a dit dans 10 ans, on ira sur la Lune. Le Moon Village, c'est un petit peu l'inverse. C'était une ouverture à l'Europe d'idées qui viendraient de la base, qui viendraient des laboratoires, qui remonteraient vers l'ESA. Et parmi ces idées, j'ai proposé en 2019 le projet Lunarach. Pourquoi ? Parce que dans cette idée de base lunaire, les premières personnes qui ont commencé à y réfléchir, ce sont les artistes. Hein, vous avez vu 2 types de bases différentes déjà, donc c'est une première partie de réflexion. Dans cette base lunaire, il a fallu définir un objectif d'occupation, et cet objectif d'occupation, c'est 2040, 40 personnes. Voilà, c'est facile à se souvenir, c'est ça l'objectif. Donc on passe d'un schéma d'architecture à un schéma d'occupation. Donc ça, c'est important, hein, 40 personnes qu'on prévoit. Et donc on se dit, on est très loin, hein, on est à environ 400 000 km de la Terre. Je ne sais pas s'il y a des Marseillais dans la salle, mais c'est le vieux port de Marseille, au XVe siècle, qui embarque pour d'autres continents. Et on se retrouve exactement dans la même situation que ces aventuriers. C'est-à-dire, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va apporter ? Qu'est-ce qu'on va faire nous-mêmes ? Qu'est-ce qu'on va cultiver nous-mêmes ? Donc là, ça ne va pas très bien, mais il y en a qui apportent des arbres, d'autres qui apportent des animaux. Comment est-ce qu'on va faire pour se nourrir ? Comment est-ce qu'on va faire pour nourrir ces 40 personnes qui se retrouvent dans un autre continent, hein, on peut appeler ça comme ça, la Lune. Alors, dans le contexte spatial, si on regarde de plus près ce qui se passe en termes d'alimentation, alors je ne vais pas faire de pub hein, pour cette marque, mais si on prend 1 kilo de biscuits chocolatés ou si on prend un repas plutôt diététique sur Terre, il y a une différence de prix. Hein, là, 6,34 €, 40 € environ. Voilà. Donc là, il y a clairement une différence. Mais dans l'espace, ces 2 repas, ils ont une valeur qui est complètement différente, environ 20 000 €. Pourquoi ? Parce que dans les 2 cas, si on les envoie dans l'espace, il faut payer la poussée de la fusée, en fait, qui va désorbiter en fait, la charge vers la Lune. Donc, en fait, ce n'est pas la valeur de ce qu'on envoie, c'est le poids de ce qu'on envoie qui va compter. D'où l'intérêt de commencer à se dire, on va travailler sur l'autonomie alimentaire partielle. Alors, c'est ce qui se fait au milieu des années 2010, hein, 2014, là, vous avez l'astronaute européen et allemand qui travaille donc, sur un protocole de microalgues. Donc, on voit bien la partie toute verte, qui est un organisme photosynthétique aquatique. Et on se dit, tiens, on va envoyer de la spiruline. Hein. Vous connaissez tous la spiruline. Il y en a dans nos marchés, hein, c'est très protéique. Donc on a commencé à travailler sur ces algues-là, donc un peu tous les labos du monde s'y sont mis. Et puis la même année, alors là c'est toujours sur l'ISS, c'est Steve Swanson, donc un astronaute de la NASA ce coup-ci, qui dans le cadre du programme VJ a fait pousser une salade, alors pas lui, hein, parce que c'est une succession de missions, a fait pousser une salade depuis la graine jusqu'à ce que vous avez cette vision de salade complète. Donc un deuxième organisme élevé, on va dire cultivé en orbite basse, donc sur l'ISS. Et donc pour l'instant, on est dans la science, mais la science-fiction vient mettre son grain de sel. Donc vous reconnaissez le film hein, Seul sur Mars, qui est à l'origine un livre qui a été traduit donc à l'écran en 2015, où tout le monde prend un peu conscience qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse à une serre sur la Lune ou sur Mars. Et pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est que la NASA n'avait pas eu l'idée de faire ce type d'expérimentation, et c'est suite au succès du film que les ingénieurs et les dirigeants de la NASA se sont dit on va essayer de refaire la même chose que dans le film. Donc là, c'est la science-fiction qui inspire la science.
Et donc, ils ont contacté la Fédération mondiale des producteurs de pommes de terre. Donc, je ne savais même pas que ça existait, mais ça existe apparemment. En leur disant, ben voilà, on va refaire le film. On va refaire le film, donc on va regarder toutes les souches de pommes de terre. Et surtout, il va falloir qu'on trouve un lieu qui ressemble à Mars. Et donc, ils ont fait des échantillonnages de terre un peu partout dans le monde. Il se trouve que c'est au Pérou, sur une pente d'une montagne, où il y a apparemment, en termes de géologie, une qualité de sol. Et donc, il y a une expérimentation en cours, exactement comme seul sur Mars. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va voir que la science-fiction, elle drive pas mal d'idées. Et à l'inverse, les scientifiques aussi donnent des fois des arguments aux auteurs de science-fiction. Si on se penche sur l'alimentation animale, hein, soit avec des bovins, des porcs, des volailles et des poissons, en fait, qu'est-ce qu'on recherche dans l'alimentation ? On recherche essentiellement des acides aminés d'origine animale, hein, dans ce type d'alimentation, de la vitamine B12 qui sert à maintenir le muscle en microgravité. Hein. Vous savez que les astronautes ils font 2 heures de travail musculaire par jour sur l'ISS. Et on est à la recherche en permanence d'oméga 3. Alors c'est un nom qui est peut-être un peu compliqué. L'oméga 3, on en a besoin, ne serait-ce pour le développement du cerveau, par exemple. Du DHA et de l'EPA, c'est des choses que vous trouvez en pharmacie aussi, sur des concentrés. Voilà. Tout ça, l'humain ne sait pas le produire. Hein, on ne sait pas produire ce type de composé. Donc on est obligé de l'avoir dans notre alimentation. Et il y a un candidat à tout ça, qui est le poisson, qui apporte tous ces éléments-là d'un seul coup. Et enfin, vous savez que la FAO préconise de manger au moins 1 fois par semaine du poisson, voire 2 fois, enfin, une source marine, on va dire. Donc, l'idée, c'est de se dire, ben, pourquoi pas réfléchir à ça, hein, en fait, rajouter dans la serre des poissons. Et puis, quand on se penche directement sur les consommations d'oxygène, si on compare à la consommation d'oxygène d'un bœuf, d'un porc ou d'un poisson, on voit que le champion, c'est vraiment... Alors, je dis poisson, c'est organisme aquatique, hein, en général, mais là, c'est le poisson. Il y a très peu de consommation d'oxygène, et ceux qui ont fait un petit peu de biologie, en gros, on sait qu'une mole d'oxygène consommée donne 1 mole de CO2. Donc déjà, c'est un organisme à qui on ne donne pas... qui économise l'absorption de l'oxygène, mais en plus produit très peu de dioxyde de carbone. Et vous savez que le traitement des gaz sur un système clos, c'est ça qui pose problème. Sur une base, c'est ça qui va poser problème, c'est la gestion des gaz. Donc c'était un bon candidat pour ça. C'est un bon candidat aussi parce qu'en termes d'efficacité alimentaire, là, il y a diverses espèces de poissons, hein, donc qu'ils soient d'eau douce, de mer ou même les crevettes. L'organisme aquatique en général, il a un indice de conversion bien meilleur que les animaux terrestres, le bœuf, ou le porc, ou même la poule. Alors, c'est quoi un indice de conversion ? C'est combien est-ce qu'on donne à manger à un animal pour qu'il grossisse d'1 kilo. Là, vous voyez, pour le bœuf, ou enfin les bovins en général, il faut en gros, il faut lui donner 8 kilos d'aliments pour qu'il grossisse d'1 kilo. Pour les poissons, grosso modo, c'est presque 1. C'est 1,2, 1,3. Pour le porc, c'est 4. Donc tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on fabrique l'aliment, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, sur place, il va falloir aussi qu'il y ait un management de cette production et une manutention de tout ça. Donc l'organisme aquatique est un organisme qui permet d'avoir un management en fait, de l'alimentation beaucoup plus souple que les autres organismes. Et puis l'intuition, ça c'est une intuition, on a l'intuition que l'organisme aquatique est quand même assez robuste. Est-ce que vous avez une idée depuis combien de temps le poisson n'a pas évolué ? Est-ce qu'on parle en milliers d'années, dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années, millions ? Le poisson tel qu'il est aujourd'hui, il n'a quasiment pas bougé depuis 38 millions d'années. Nous, les humains, c'est plutôt 300 000 ans. On voit qu'il y a une différence énorme entre les deux, et c'est un modèle qui est assez robuste, hein, parce qu'en 38 millions d'années, il y a eu des disparitions d'espèces, il y a eu des crises alimentaires il n'y avait pas assez à manger dans les océans, il y a eu des crises aussi de climat, hein, des montées, des descentes de CO2. Voilà, il y a eu pas mal d'événements qui ont fait que voilà, c'est un animal qui est robuste. Et petite parenthèse, je vous rappelle que nous sommes issus du poisson, et que nous avons 22 organes en commun avec le poisson, que nous avons hérité du poisson, et que nous sommes finalement des organismes aquatiques qui vivons sur Terre, en fait, en aérien. La preuve, c'est qu'il faut qu'on boive. Si on ne boit pas, ça se passe mal.
Voilà. Donc ça, c'est une intuition. Et puis, quand j'ai commencé à parler de ce projet, certains psychologues d'astronautes ont dit, mais c'est peut-être pas mal, hein, parce que si on fait un élevage de poissons, peut-être qu'il y aura une connotation psychologique à ce qu'est la Terre, un rappel à l'océan, un rappel... ça nous fait penser à nos poissons rouges. Vous savez, c'est qu'on a eu des poissons rouges quand ils étaient petits dans leur chambre. Voilà, il y a une connexion qui se fait avec un autre organisme. Et donc voilà, cette partie n'est pas encore développée, mais bientôt nous aurons un programme qui va prendre ça en charge. Alors l'idée, il est aussi de se dire, l'homme, il va partir dans le système solaire, mais pas tout seul, quoi. Il va partir avec son environnement. On a tendance à oublier qu'on n'est rien. Enfin, on le voit avec la perte de la biodiversité sur Terre, avec les crises qu'on vit en ce moment. Mais l'idée, ça serait peut-être de partir avec des végétaux, avec des cascades trophiques, avec des animaux, des insectes, et de recréer tout ça quelque part. Donc exporter une partie de la biosphère. Donc l'idée de faire de l'aquaculture fait partie de cette idée générale. Alors là, on est en 1972, on revient un petit peu en arrière, on revient dans la science-fiction. Qui a vu ce film déjà? Non, personne? Bon. Alors c'est un film qui est à voir. Hein. Il est pas très bon, hein. Je vous le dis en termes de... Parce que quelques temps après, il y a Star Wars qui sort avec des effets spéciaux et puis ça casse tout, quoi. C'est un film de science-fiction, mais il faut y voir l'idée que diffuse ce film-là. Et c'est une idée très intéressante. Le héros de ce film-là, avec ses petits robots, il gère une biosphère. Et dans cette biosphère, il y a des poissons, il y a des végétaux, il y a des fleurs. Donc il y a des fleurs qui servent à la décoration, puis il y a des légumes, voilà. Je ne vous dévoile pas si vous voulez le voir. Alors, les dialogues sont nuls, hein, je vous préviens, hein, c'est pas très très bon. Hein. Mais ça vaut le coup de voir dans l'esprit, en fait, c'est ça en fait vers quoi on tend. Hein. Alors, si on parle poisson, on parle eau. Et on se dit, ah bon, il y a de l'eau dans le système solaire? Oui, il y a de l'eau dans le système solaire, donc je vous ai mis quelques références bibliographiques, mais il y en a d'autres, hein, à chaque fois avec des auteurs. Donc Mars, si on fait le bilan, Mars, il y en a eu. On sait qu'il y en a eu. Et Mars MRO, la Mars Reconnaissance Orbiter, en 2018, trouve une trace de quelque chose qui est très dense, qui n'est pas solide, mais qui n'est pas tout à fait liquide. Et en fait, en extrapolation des données, on se dit que c'est de la saumure. La saumure, vous savez, c'est une eau extrêmement salée, hein, mais c'est une eau quand même. Donc il y en aurait encore sur Mars qui serait enfouie. Cérès est un océan donc Cérès, planète naine, c'est un océan qui ressemblerait à la Terre, apparemment, d'après ces dernières publications. Encelade, qui est un satellite de Saturne. On a des plumes, en fait. On a des images de plumes de vapeur d'eau qui sortent d'Encelade. Alors, on imagine Encelade avec un cœur très chaud et une glace très froide. Et au milieu, il y aurait un océan. Il y a même des géants, des biologistes. Bon, je ne vais pas aussi loin, moi, mais bon, qui pensent que si la vie se développait, il y aurait des crevettes. Enfin bon, voilà. Il y a des théories qui vont assez loin. Et puis Europe aussi, on a une preuve de l'eau. À chaque fois, c'est des eaux salées. Si on revient sur Terre, ça c'est une image que j'aime bien parce qu'en fait, en définitive, il ne faut pas beaucoup d'eau pour qu'il y ait la vie. Hein, si on remet en forme de bulle tout ce qui est tellurique, tout ce qui est gazeux et tout ce qui est liquide, en fait, c'est très peu. Hein. Sachant que ce liquide-là, c'est de l'eau salée, 99%, et l'eau douce que nous utilisons, c'est 0,1% de la disponibilité en eau. Hein, c'est très très peu, hein, l'eau douce. Alors de l'eau sur la Lune, oui, on a longtemps pensé que c'était apporté par des comètes. C'est aussi des astéroïdes, sachant qu'on n'exclut pas le fait que sur la Lune, il y a aussi un procédé intérieur qui fait que probablement il y aurait aussi de l'eau qui était non pas apportée de façon extérieure, mais qui aurait été créée avec la géologie lunaire. Donc il y a de l'eau sur la Lune, elle se trouve où? Elle se trouve essentiellement au pôle Sud, c'est pour ça qu'on imagine que la base américaine, la base européenne et peut-être la base chinoise aussi, sera sur le pôle Sud. Le seul inconvénient, c'est que cette eau-là, elle est sous forme de glace et qu'il va falloir que cette glace la faire fondre. Donc on n'a pas accès à une eau liquide, hein, ça va être ça le souci. Donc il faudra avant de consommer l'eau, il va falloir la faire fondre. Donc là, j'ai repris, on revient sur la production de poissons sur des bases. Là, j'ai repris un schéma de base martienne. J'ai mis en flouté ce qui n'apportait rien, en fait, l'espace de vie, le salon, tout ça. Et puis, j'ai essayé de connecter
On voit que dans les cuisines, on peut utiliser les restes. Il y a des systèmes de production aussi d'hydrogène dans lequel il y a un process où on peut récupérer de l'eau aussi au lieu de la perdre. Tout ce que vous connaissez, hein. Vous savez que sur l'ISS, les astronautes boivent leur urine, hein, enfin retraités, hein, mais en fait l'eau issue de leur urine. Voilà, on peut faire plein de choses, on peut faire des algues, hein, comme vous avez vu au tout début, hein, on peut lier tout ça. Donc c'est quelque chose qui est imaginable. Alors, une question qu'on se pose aussi quand on découvre ce sujet-là, est-ce qu'il y a déjà eu des poissons dans l'espace? La réponse est oui. Le premier poisson qui est parti dans l'espace, c'est en 1973, hein, c'est la NASA qui l'a envoyé sur cette station-là. Les plus anciens le savent, hein, c'est Skylab. C'est une station en fait qui est dérivée d'une fusée Saturn V. Donc le programme Apollo s'arrête, les fusées sont déjà construites. Que faire? Ce qu'on va faire, c'est une station orbitale et on va commencer à faire de l'étude de la biologie dans l'espace. Et donc les chercheurs de l'époque, on va dire mes prédécesseurs américains, se sont dit tiens, on va envoyer un poisson comme ça, juste pour voir si ça vit, si ça vit pas. Donc on est en 73. Et ce qu'ils font, ils vont dans le petit lac qui est juste à côté du pas de tir, qui est un marais salant. Et avec une épuisette, ils vont chercher un poisson, ils le mettent dans un sac à plastique, comme quand on achète un poisson dans un magasin. Donc ils mettent un petit fil et ils l'embarquent vers la station orbitale. Donc il n'y avait pas vraiment de recherche là-dedans, il n'y avait pas vraiment de protocole. C'est qu'ils voulaient voir si ça fonctionnait. Se passe un temps vide. Hein. Donc, alors là, 75-76, c'est les missions Apollo-Soyouz qui ont suivi. Donc là, le programme Apollo est arrêté. Et puis on retrouve des missions avec des poissons dans les années 90, sur toute la décennie. Et c'est essentiellement, alors le drapeau est un peu plus grand, allemand, c'est essentiellement des chercheurs allemands en fait, et l'ESA, donc européens, qui envoient des poissons et puis qui vont étudier, dans toute cette période-là, même jusqu'à la fin, ils vont étudier le comportement moteur du poisson dans l'espace. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, nous sommes des héritiers des poissons et nous avons un organe qui s'appelle l'oreille interne et qui correspond à ce qu'on appelle l'otolite chez le poisson. Et ils voulaient voir si le poisson était perturbé ou pas et de quelle manière. Donc on est sur des idées de santé humaine en fait. Hein. Le poisson, c'est un poisson modèle. C'est pas un poisson qu'on va manger après, quoi. Et pareil, les Japonais envoient ça dans les années 2010. Donc pour l'instant, c'est la dernière nation qui a envoyé des poissons. On voit que la variété des poissons. Donc il y en a eu sur Skylab, il y en a eu des poissons d'aquarium. Hein. Il y en a eu sur Skylab, il y en a eu sur Salyut, Mir, la navette spatiale et l'ISS. Donc cette slide est très, très sobre, tout simplement parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, en fait, des poissons dans l'espace. Il y a eu 4 types de poissons d'aquarium, dont 2 marins et puis 2 poissons d'aquaculture. À chaque fois, ça fait quelques centimètres. On est d'accord, ce n'étaient pas des études qui étaient faites pour connaître les capacités de croissance d'un poisson dans l'espace. Donc on arrive au projet Lunarach, parce que pour l'instant, je vous ai parlé de rien, hein, je vous ai parlé de généralité. Et le projet Lunarach, c'est un projet donc, qui a été créé en 2019 à l'Ifremer et puis le CNES est arrivé en cours de route. L'idée, c'est de féconder des œufs de poissons d'aquaculture sur Terre. On va voir pourquoi. De les faire voyager vers la Lune et de programmer l'éclosion biologique sur la Lune. Alors on va voir pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce profil de mission. Tout simplement parce que là, vous avez sur votre gauche, vous avez un œuf, hein, on va le revoir plus tard. Vous avez un œuf avec sa larve, un œuf qui n'est pas encore éclos, qui a à peu près l'embryon à peu près 2-3 jours. Il n'y a pas besoin d'intervention humaine, c'est-à-dire que pendant le temps du vol, c'est ce qui se passe sur Terre dans l'industrie ou dans la recherche. En fait, une fois que la fécondation est faite, on laisse pendant plusieurs jours, hein, entre 4 et 5 jours, on laisse l'œuf se développer. Et ça, c'est intéressant. Qu'il n'y ait pas d'intervention à faire pendant le vol, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant parce qu'un adulte ou une larve, déjà éclose, il faudrait la nourrir, il faudrait traiter l'eau, en fait. Il y aurait déjà un catabolisme qui serait produit dans l'eau, il faudrait le traiter, tout ça. Donc, c'est un stade de vie avec très peu de métabolisme, très peu de déchets. Tous les déchets sont maintenus dans la coquille le temps du vol. C'est un encombrement limité. Imaginez votre verre d'eau du repas de midi ou du repas du soir, le petit verre là. En gros, on pourrait mettre entre 150 et 200 futurs petits poissons.
Donc c'est assez intéressant pour une charge. Vous vous rappelez, je vous parlais du prix de 20 000 € du kilo. Là, sur 200 ml, on peut envoyer 200 poissons. Et donc la charge est réduite. Donc ça, c'est l'idée de départ, c'est le prototype. Alors quand je vais à l'Agence spatiale française, au CNES, j'essaie de leur expliquer que l'œuf, c'est déjà en lui-même quelque chose de robuste et ça ressemble beaucoup, beaucoup à une capsule spatiale, puisque l'œuf, en fait, lui, il a une salinité de 11 grammes par litre à l'intérieur, et il va falloir à l'éclosion qu'il sorte dans un environnement extrême de la mer qui est à 36 grammes par litre. Donc ça fait un choc de salinité. C'est un peu comme l'astronaute qui se retrouve dans une capsule et qui doit sortir à l'extérieur. Donc il y a un SAS, les deux ont un SAS. Ils ont l'équivalent pour faire leur mission du fuel, et ici la mer a laissé des lipides dans l'œuf pour que ça se développe, donc il n'y a pas besoin de manger, hein, tout le stock est déjà là. Et puis ensuite on a l'enveloppe qui ressemble au vaisseau. Donc les fichonautes, on en parlait tout à l'heure à l'introduction, on appelait ça les fichonautes. En fait, il va falloir les sélectionner parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune qualité d'eau lunaire. On n'a jamais fait de prélèvement d'eau. Donc, selon la qualité de l'eau, il y aura probablement des candidats qui seront meilleurs que d'autres. On voit qu'il y a des poissons, et même des poissons plats qui sont candidats. Bon, il y a ceux-là, mais en tout, il y en a 22. La petite histoire, c'est qu'il y a 360 espèces de poissons élevés à travers le monde et que, grosso modo, il y en a une vingtaine qui vont être intéressantes pour aller dans l'espace. Voilà, donc, qu'est-ce que pose comme question ce projet ? Ce projet, on se dit, on va envoyer des poissons dans l'espace. Comment est-ce qu'on va faire déjà pour les envoyer ? Quel est le module expérimental ? Et puis tout bêtement, on va suivre la trajectoire d'une fusée. Qu'est-ce qui se passe dans une fusée ? Il y a déjà des vibrations. Vous voyez les décollages à la télé, ça bouge dans tous les sens. Il y a l'hypergravité, on va revenir sur ce que c'est. La microgravité, vous connaissez. Et puis il y a surtout, pendant le temps du voyage de la Terre à la Lune, une exposition aux radiations cosmiques. Donc pour l'aquarium des poissons, on a choisi d'avoir le format CubeSat. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé à ça. Ces CubeSat, c'est des petits volumes en fait, de 10 sur 10 sur 10, qui sont on va dire des conventions dans le spatial en termes de volume. Et des fois, il y en a qui volent directement dans l'espace comme ça. En gros, on va mettre 230 ml dans cet aquarium-là et on va faire nos manips. On va le voir tout à l'heure en photo. Alors, on met de l'eau, on met les embryons, mais d'accord, mais à quelle température ? Donc on peut voir, là c'est deux œufs qui sont complètement différents, c'est des frères et sœurs en fait, ils sont issus des mêmes parents, de la même fécondation. Vous voyez que dans un cas, l'eau est à 8 degrés sur cette espèce, c'est du bar, c'est du loup. 8 degrés, ici vous avez 14, donc à 77 heures après la fécondation, environ 3 jours, vous voyez qu'il y a une différence significative de la larve. Donc on va pouvoir bouger la température pour pouvoir programmer l'éclosion sur la Lune, accélérer ou ralentir. C'est plutôt ralentir d'ailleurs. Donc le premier projet de 2019, c'était le projet qui s'appelait LOVE. On a regardé les vibrations. Et pour regarder ça, alors ça c'est Soyouz en russe. Je ne sais pas s'il y en a qui disent le russe, mais croyez-moi, c'est Soyouz. Voilà le protocole. En fait, il y a un lot qui va être dans le simulateur de vibration, un lot de poissons, et un autre lot de poissons qui ne va pas l'être. Et on va regarder la capacité des poissons à éclore. Donc là, vous avez en image l'expérimentation. Donc là, on sélectionne les œufs qu'on va mettre dans le simulateur. Donc là, on va à l'Université de Montpellier, qui est un simulateur de vol. On met les paramètres de Soyouz dans le simulateur, puisqu'on peut simuler Ariane, on peut simuler SpaceX. On met les capteurs, parce que derrière, il y aura une publication sur laquelle il faut fournir les degrés de vibration. Et voilà, donc c'est très simple, c'est un banc vibrant. Donc ça, c'est les courbures de Soyouz. Donc ça simule, il y a deux phases. Il y a la phase de décollage et puis la phase acoustique. Enfin, c'est un peu complexe. Donc on a séparé ça en deux. En gros, il faut 10 minutes pour arriver en orbite basse. Vous voyez les œufs là, à l'intérieur. Donc on arrête le système. Voilà, c'est les œufs, vous voyez.
On repart au laboratoire de l'Ifremer. Donc les œufs sont récoltés, hein, les œufs qui ont eu la vibration du Soyouz. Et après on met un élevage classique, comme s'ils étaient en laboratoire. Donc là on ne le voit pas bien, mais à un moment donné vous allez voir des petites larves. Ouais, vous voyez, les petites larves elles ont éclos là. Vous les voyez ici. Donc c'est des larves qui ont vécu en fait cette simulation de décollage Soyouz. Et après on regarde les taux d'éclosion. On regarde si ça a fonctionné ou pas, s'il y a des œufs qui ont oublié d'éclore. Voilà, donc ça donne quoi cette manip? C'est une publication de l'année dernière, 2020. En fait on s'est posé la question, si on met les œufs très tôt, c'est-à-dire 35 heures après l'éclosion, 83 heures, est-ce que les œufs ne sont pas plus résistants à 83 heures qu'à 35 heures? Et vous voyez, donc la partie grise, c'est la partie qui a été simulée avec un décollage de Soyouz. Et il n'y a pas de différence significative entre les frères et sœurs qui n'ont pas été secoués et ceux qui ont été secoués. Donc on a fait ça sur un poisson qui s'appelle le bar, hein, que vous connaissez, qu'on retrouve dans nos étals. On a fait ça avec un poisson qui s'appelle le maigre, peut-être que vous connaissez un peu moins. C'est un poisson qui a même montré les meilleurs résultats, ils ne sont pas significatifs, mais au niveau pourcentage, en termes d'éclosion. Donc là, c'est la partie simulation Soyouz. Et donc on se dit, c'est un bon candidat, mais non, c'est pas un bon candidat, parce qu'en fait, son niveau d'incubation, c'est-à-dire la durée d'incubation jusqu'à l'éclosion, c'est 35 heures, et le voyage vers la Lune, c'est plus de 120 heures. Donc lui, il a des bonnes performances, mais il est disqualifié parce que cette espèce-là, elle pond très tôt, elle éclot très tôt. Donc deuxième projet, c'est hypergravité, microgravité. Donc là, on est toujours avec le CNES, l'Ifremer et l'Université de Lorraine à Nancy. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'hypergravité, deuxième question, c'est l'accélération. L'hypergravité, là, on a vu les vibrations. On va passer, vous allez voir un petit film, on va passer de 1G à 5G d'un coup. Et puis la microgravité, hein, vous connaissez ce que c'est. C'est l'absence de force pendant l'éclosion, quoi. Donc là, pareil, je vais vous présenter un autre film qui revient en amont, hein, sur la fécondation du poisson. Et on va voir les deux tests. En fait. Le test d'accélération de l'hypergravité est très intéressant, celui de microgravité. Donc, comme je vous disais, on fait des fécondations contrôlées, hein, c'est nous qui les faisons, ce n'est pas des fécondations naturelles. Donc là, on récupère les ovocytes de poisson. On récupère, c'est pas filmé, on récupère aussi le sperme du mâle. Donc il y a certains process pour nettoyer la ponte. Donc là c'est des stades ovocytes, hein, c'est pas, le spermatozoïde n'est pas encore entré. On prend les paramètres de la ponte. Voilà, tout simplement. On touille. Bon, ça paraît simple, mais il y a quelques astuces quand même. Et là, on fait comme le petit film que vous avez vu précédemment. On met en incubation, on va dire, il y a 2000 œufs par bassin. Et voilà, donc ça c'est le stade, ça y est, c'est fécondé. On voit les 4 premières cellules qui se divisent. Et donc ça, c'est les modules dont je vous parlais, qui nous avaient servi pour l'expérimentation précédente. Et là, on en a beaucoup plus, hein, on en a 8 ou 9. Donc là, on est 21 heures après la fécondation. On charge les modules expérimentaux, on met une centaine d'œufs, on ferme dans un truc complètement clos. Et les échantillons vont partir sur Nancy, qui a une base en fait agréée par l'ESA pour faire les tests d'hypergravité et de microgravité. Donc là, on arrive donc presque 50 heures après la fécondation.
Donc voilà, donc l'hypergravité, on va l'obtenir avec une centrifugeuse spécifique. Donc on va partir de 1G, c'est ce qu'on a maintenant, et puis on va accélérer. Généralement les fusées c'est entre 3 et 4. C'est rare que ce soit 5, donc si ça passe 5G, on peut dire que ça peut passer tous les lanceurs. Voilà, donc là on imagine qu'il y a eu l'accélération, on est 10 minutes après le lancement. Et là on va faire les tests de microgravité avec un clinostat. Clinostat, je ne sais pas si vous avez vu les images des astronautes qui tournent dans tous les sens, on a l'impression qu'ils vont être malades. Là, c'est exactement pareil en fait. Ça inverse le champ gravitationnel, enfin, c'est pas le bon terme, mais ça inverse en fait les vecteurs de gravité. Et donc au centre de l'aquarium, c'est zéro gravité. Voilà, donc on a fait l'hypergravité et la microgravité. Alors comme vous avez vu, on les a enfermés complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Donc on fait des mesures d'oxygène avec une sonde qui nous permet de ne pas ouvrir en fait l'aquarium. Et on va faire comme la manip précédente, on va regarder les taux d'éclosion après avoir vécu tout ça. Donc bien sûr c'est de la simulation, et on regarde si les larves ont éclose. Donc là attention, vous allez voir une larve qui va éclore. Et vous voyez le cœur en haut là qui bat. Donc ça voilà, et puis après elle se met à éclore. Là on imagine qu'on est arrivé sur la Lune déjà, on est arrivé dans la station lunaire. La question qu'on se pose c'est ok, elles ont eu éclosion, mais est-ce qu'elles sont éclos avec un état de stress ou pas? Donc on fait des prélèvements pour traquer des hormones de stress. Et donc là, les résultats sont en train d'être étudiés pour avoir une idée un petit peu dans quel contexte en fait elles font cette éclosion. Alors qu'est-ce qui va se passer prochainement? Il nous reste un seul paramètre à étudier, c'est les rayonnements cosmiques pendant le vol, puisque les poissons. Alors on présume que l'eau va être un bouclier. Mais ça, c'est à contrôler. On a très peu d'informations sur ce phénomène de bouclier de l'eau. Les physiciens disent que c'est un peu plus compliqué parce qu'une particule chargée qui traverse un volume d'eau peut se diviser en d'autres particules. Et si on fait la somme des charges, ça serait à peu près pareil que la première particule qui est rentrée dans l'eau. Donc il y a tout un sujet de physique autour qu'il faut développer. Et donc on va essayer on va le faire. Parce que quand j'ai écrit cette présentation il y a 48 heures, je n'étais pas sûr que ce soit fait, mais j'étais hier au siège du CNES et ils m'ont confirmé qu'ils finançaient en fait ce programme-là. Donc c'est un scoop que je vous livre. Donc on va étudier essentiellement le proton. Le proton, c'est une charge qui est principalement retrouvée dans le rayonnement solaire. Et donc on va travailler avec l'IRSN qui est l'Institut de radioprotection de sécurité nucléaire, et on va faire le même principe des manips que vous avez vu jusqu'à maintenant, pour les vibrations, pour la microgravité, on va les exposer, et après ce cycle-là, donc en fin 2022, on aura la possibilité d'avoir une idée par paramètre de ce qu'est la réponse du poisson par rapport à tout ça. Et la phase suivante, c'est la preuve de concept, et la preuve de concept, c'est un vol en orbite basse qui n'est pas encore programmé, mais on ne sait pas encore si c'est un vol ISS. L'Europe est en train de développer ce qu'ils appellent un Space Rider, c'est-à-dire une sorte de planeur qui peut passer plusieurs jours dans l'espace et puis atterrir. Ça sera peut-être l'opportunité d'utiliser ce nouveau système-là. Mais donc dès 2022, on aura terminé et on passera à la preuve de concept. Donc ça, bon, les radiations cosmiques, je vous en ai parlé. On va parler des protons et des ions lourds. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée-là a été présentée à l'Agence spatiale européenne l'année dernière et elle a été sélectionnée. Donc, il y a eu 400 idées, ils en ont sélectionné 300. Et sur les 300, en fait, il y en avait 24 qui étaient d'origine biologique. Et parmi elles, donc le projet Lunarach. Et en ce moment, on est en train d'étudier la possibilité d'intégrer Lunarach dans une mission d'un lander atterrisseur en 2032. Donc, ça vous laisse une idée entre le moment où on a une idée, entre une expérimentation et le moment où l'expérimentation se met à voler.
il y a quand même une grande différence, mais voilà, on est en train de discuter. Ça serait une belle opportunité de tester ça avant qu'il y ait la base et de voir comment ça se comporte en réel. Voilà, je termine par une petite image qui date de 2018. Je vous rappelle que le projet, c'était 2019, il avait commencé. J'avais discuté avec un artiste. J'avais parlé du projet, comme je viens de vous en parler. Et puis lui s'est mis à me dessiner quelque chose. Bon, c'est pas ça qu'il y aura, mais j'ai trouvé... C'était la première idée, en fait, qui sortait de la part d'un artiste. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je tiens à remercier la Cité des sciences et de l'industrie, Ciel et Espace, ainsi que l'Association française d'astronomie, de m'avoir invité pour proposer ce fabuleux projet qui est relativement innovant et unique au monde. Merci à vous.